Alors, dans la continuité de nos cours, sur la construction du couple, on va essayer de développer un nouveau sujet, celui du principe qui est connu, Olam Chesed Ibané. Vous savez, Olam, le monde, Chesed Ibané, il a été construit sur le Chesed. Alors, le Chesed, c'est le don de soi. Et ça, on l'apprend d'Hachem. Vous voyez, pas seulement pour nous donner une information que Hachem a créé le monde avec le Chesed, ça veut dire que quand Hachem crée le monde, il est désintéressé, entre guillemets, de ce qu'il crée, parce que quelque part, il fait dans l'intérêt de celui qui est créé, pas dans le créateur. Quand Hachem crée le Olam, qu'est-ce qu'il gagne Hachem a créé le monde, que la satisfaction de permettre au monde d'exister, et que le téléphone, bien entendu, s'arrête de sonner pendant les shiurim. Alors, c'est ça qu'Hachem, il espère que... Il n'y a pas de problème. Mais alors, c'est d'expliquer que Hachem, il a d'intérêt de créer le monde, que dans l'intérêt de donner. Essayez de vous imaginer tout ce qu'Hachem, il donne en permanence. C'est pour ça qu'on a un devoir de reconnaissance, et que je pense que le moteur de la Avodat Hachem, il est dans la reconnaissance du bien qu'on nous fait en permanence. Donc c'est ça le Olam Chesed Ibané. Donc nous, on doit s'inspirer de ce principe. Oui. Et que quoi? Que nous aussi, on est capable de recevoir, mais on est aussi capable de donner. Comme Hachem, il est capable de donner. Peut-être l'idée profonde, c'est d'expliquer qu'on est créé l'image d'Hachem. C'est quoi l'image d'Hachem? C'est qu'on est à son image, c'est-à-dire capable de faire comme lui, d'être donneur. Olam Chesed Ibané. Maintenant, notre vie, en fait, quand on y réfléchit, elle se résume à trois événements. Il y a trois événements qui vont quadriller notre existence. On a été un jour célibataire, c'est vrai. Donc on a vécu sous la tutelle de nos parents. Pendant X années, une vingtaine d'années environ, une vingtaine d'années, on a vécu chez nos parents. Il y a toute notre vie, on a une vie sociale, on a une vie sociale, ça veut dire qu'une vie professionnelle. On vit avec la société, on vit autour de soi, on vit dans un cadre professionnel, voilà. Et le reste du temps, on est marié, donc on va passer une soixantaine d'années avec son mari. Voilà. En gros, quand on se marie à une vingtaine d'années, on disparaît au bout de 80 années, donc on va passer une cinquantaine, soixantaine d'années avec son mari. Donc en fait, une grosse partie de sa vie, on va passer en couple, et le reste du temps, on va se construire dans sa famille, et après, on a une vie sociale. Mais vous avez compris que ces trois passages de notre vie n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que quand on est une jeune fille sous la tutelle de ses parents, quelque part, on s'occupe de nous, quoi. C'est-à-dire, on nous fait à manger, on nous donne à boire, on nous paye notre scolarité, on nous envoie à l'école, on nous forme, on subit, en fait, et quelque part, même les gens qui sont nos parents, ils le font avec grand plaisir. Ça veut dire que on est très contents, et même quand on ne demande pas, ils nous donnent. Vous avez compris? Eux, ils font des efforts, et qu'est-ce qu'on fait, nous? On profite de l'effort de ce qui nous entoure. On est dans une cellule familiale dans laquelle on subit quelque part. On est très content de pouvoir accepter ce que nos parents font pour nous. Ils nous font à manger, ils nous font, ils nous proposent des situations de vie qui sont agréables, et tout ça avec plaisir. Ils nous font avec plaisir. Mais qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans? On reçoit. On est des récepteurs. Ça, c'est la partie de notre vie qui est comme assez longue, qui est une vingtaine d'années quand même. Depuis qu'on est bébé jusqu'au moment où on va se marier, on vit cette situation. À part le fait qu'on est misad kibud avem, on rend un petit peu ce qu'on reçoit, c'est vrai, parce qu'on respecte nos parents, on honore nos parents, c'est vrai. Mais quelque part, essentiellement, on reçoit. Après, quand on est en société, les gens n'attendent rien de nous. Donc c'est nous qui devons faire des choses, ça va? C'est nous, tu veux trouver du travail, casse-toi la tête, tu veux qu'on t'accepte dans ta vie, il faut te faire aimer, voilà. Là tout à coup, tout s'inverse. Ça veut dire que on a subi de façon permanente pendant des années, et là on nous demande de pouvoir se défendre, de pouvoir se vendre, on va dire. Quelque part, on a un CV, on a fait des études, c'est ton niveau d'études, c'est ton salaire, etc. Donc, on va essayer de donner de ce que nous sommes, on va essayer de participer à la société et donc d'exister quelque part à l'extérieur de soi, mais qui est exactement l'inverse de ce qu'on était avec nos parents. Maintenant, en couple, où est-ce qu'on se situe? C'est donner. Voilà. Donc le but c'est de donner. C'est vrai. On est plus dans la perspective de donner. Donc est-ce qu'on est plus dans la tête de ce qu'on était quand on était avec nos parents, ou bien dans la raison sociale de notre existence? La raison sociale. Maintenant, quand vous choisissez un mari, on va dire réfléchir. Quand vous choisissez un mari, il faut d'abord que quoi? Il soit beau.
Bah oui, parce que c'est pas beau, je vais faire avec lui. Minimum, il soit beau. Que minimum, il puisse subvenir à mes besoins, donc il est de l'argent, ouais, qu'il ait de l'argent, qu'il soit intelligent, évidemment qu'il soit intelligent, qu'il soit beau, qu'il ait de l'argent, qu'il soit intelligent, qu'il soit attentif, qu'il aime vivre, qu'il ait envie d'avoir des enfants, qu'il soit patient, comment dire, qu'il ait de l'empathie, il soit rigolo, comment dire, qu'il soit sociable, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce qui lui manque à cet homme? Hein, qu'est-ce qui lui manque? Il est intelligent, il est beau, il est riche, il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui lui manque? Hein? Il lui manque rien. Donc qu'est-ce qu'on va lui apporter? En tant que femme, on va lui apporter? Bah rien. Bah rien parce qu'il a tout. Bah, il est intelligent, il est beau, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Il a tout. Ouais. Donc quand on réfléchit en fait, on te dit ben, il faut qu'il soit intelligent, mais évidemment quand on compte, tiens ce type-là, tiens, il est beau, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah, on dit, bah, voilà, ah, bah, tiens, ça m'intéresse. Mais c'est intéressant de voir. Hein? Mais j'ai compris, mais il a pas Hashem, il a ce qu'il faut. Et c'est ça qu'on recherche. On cherche quelqu'un qui soit beau, qui soit intelligent, qui ait beaucoup d'argent, qui soit gentil, qui soit patient, qui soit agréable, qui soit rigolo, il a tout quoi. Ouais. Mais c'est vrai parce que qu'est-ce qu'on peut lui donner à cet homme? Bah rien, c'est ça. Donc l'idéal ça aurait été quoi? Chesed, ça aurait été qu'il soit moche. Bah ouais, qu'il soit pauvre, qu'il soit triste, qu'il soit. Hein? Ben pour lui apporter quelque chose, il aurait fallu qu'il soit moche. D'abord parce que le pauvre, il est moche, il faut le remonter. Il est triste, il faut le remonter. Il n'a pas beaucoup d'argent, ben il faut l'aider, tous les mois. Olam chesed ibané, mais c'est exactement l'inverse qu'on fait. C'est marrant parce qu'on fait exactement l'inverse. Donc quand on réfléchit, on est plus dans la position de celui qui est célibataire ou de celui qui veut apporter quelque chose. Ben parce que qu'est-ce qu'on recherche en fait? On recherche la facilité. On veut pas. Attendez, on va vivre 60 années avec un homme. Il faut quand même qu'il ait les moyens de subvenir à mes besoins, qu'on soit heureux avec lui. Mais c'est quoi ce bonheur en fait? C'est ça qu'il faut réfléchir. Vous avez compris qu'on se contredit un petit peu, légèrement. Hein? On cherche à faire du chesed, ouais, alors qu'en vérité, on attend plus de l'autre que de soi. Dans cette logique-là, dans cette logique de chesed, on aide les gens qui sont en manque, ça va? On aide les gens qui sont nécessiteux, on aide les gens qui ont besoin, voilà. Et là, mais pour comprendre le besoin, mais nous, on est à la recherche de l'inverse de ce qu'on doit faire. C'est ça qui est marrant. C'est paradoxal, parce qu'on essaie de trouver la sécurité, l'assurance de ne pas avoir de besoin de peu plus. Vous avez compris, d'être suffisante, on va dire. D'avoir déjà tout, quoi. Hein? Ouais, c'est ça, on est dans cette logique inversée. Nous, on a des principes de chesed, mais en vérité, on espère l'inverse. On espère faire le moins possible. Vous avez compris, être le plus en plus rassuré. Dans les deux sens, je parle autant une femme qu'un mari. Et un mari va chercher aussi l'assurance. Mais est-ce qu'on aime parce que ça nous rassure? Ou on aime parce que la personne qui est en face de soi, elle a besoin de moi? C'est ça le problème. C'est un problème. Et si c'est vrai, quelle proportion il a l'autre du besoin de soi, puisque de toute façon on a essayé de chercher le top du top. Vous avez compris? C'est un peu contradictoire. Ça veut dire que ça repose la question de qu'est-ce que c'est que le mariage. Mais c'est pas toujours vrai qu'on cherche le top du top. On cherche quelque chose qui nous convient, c'est pas automatiquement le top du top. J'ai compris, mais en vérité on cherche le mieux. On cherche pas. J'ai pas dit que le mieux était catalogué. Bien sûr que le mieux est relatif à la personne. Par exemple, voilà, je vais vous poser une autre question. Voilà. Imaginez-vous, vous êtes commerçante, vous êtes vendeuse. Ah ben, vous vendez du parfum, voilà, vous vendez des robes, vous vendez des chaussures, vous vendez des... Quand vous êtes vendeur, vous attendez des clients. Comment vous adressez avec les clients? Parce que vous proposez quelque chose. Je vous explique. Vous vendez quelque chose. Si ça n'est pas adapté à la clientèle, vous ne ferez jamais fortune. C'est vrai. Donc si vous vivez, je sais pas moi, vous vivez en Afrique et vous voulez vendre des costumes Christian Dior, ça aurait du mal. Si vous êtes dans une rue commerçante de bijoux et vendez des bananes, vous aurez du mal. Ça va? Donc il faut s'adapter à la clientèle. Donc il y a une étude de marché qui se fait, évidemment. Ouais. Maintenant, si vous êtes toute seule, à 100 km autour de vous, personne ne vend des chaussures, et les clients viennent vous voir, et vous commencent à discuter les prix, qu'est-ce que vous dites? Discute. J'ai des clients jusqu'au bout de la rue, là. Ça va? Donc là, vous allez regarder un petit peu de façon nonchalante.
Mais si vous êtes à la rue Mêlée et tout le monde vend des chaussures, il y a 100 magasins là, 100 magasins dans la rue. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites les plus belles boutiques possibles, la vitrine la plus belle possible pour attirer le client. D'accord? Et comment vous allez le recevoir? Hein? Le grand sourire. Vous allez vous dire, tiens, vous allez intéresser à sa famille, vous allez lui parler de qui côtoie, tiens, on a des amis en commun, vous allez commencer, c'est la tchatch, vous allez essayer de vendre votre boutique, il faut la vendre, la boutique. Donc comment vous vous trouvez avec la personne? Elle va être très sympathique, très ouverte, très souriante, et vous proposez ça et ça et ça, il faut absolument. Donc l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que vous êtes ouverte parce que vous avez envie de vendre. D'accord? On a envie d'échanger des chaussures contre de l'argent. Donc l'autre il a envie de chaussures, vous avez envie de vendre des chaussures. Eh bien ça tombe bien, Baruch Hashem, ça tombe bien, lui il veut des chaussures, moi je lui vends des chaussures, elle veut du parfum, je lui vends du parfum, elle veut des robes, je lui vends des robes, tiens il y a une adéquation incroyable. Oui, ça c'est le côté vendeur, donc vous êtes vendeur. Et le client, le client quand il rentre chez vous, il a envie de voir ce qu'il a envie de voir. Donc est-ce que ce que je vais trouver chez ce vendeur va combler mes besoins? Ça va? Maintenant. Quand on est en couple, on est vendeur ou on est client? Quand on est en couple, on est vendeur ou on est client? On est vendeur et client. En fait, ça dépend des moments. Ça dépend Si je dis si on dit on a créé le monde pour le chesed, alors on est quoi? On est vendeur ou on est client? Comment vous regardez? Est-ce que vous êtes vendeuse de quelque chose? Vous avez quelque chose à vendre? Ouais, donc quand vous avez quelque chose à vendre, ça dépend, c'est votre boutique, comment elle est votre boutique. S'il y a que des vendeurs, il y a que des chaussures dans la rue, c'est pas évident. Ça va? Ça veut dire que là, vous dépendez des clients qui sont en face de vous, ça va? Mais si vous êtes seule vendeuse de chaussures dans la rue, dans tout le quartier, dans les environs, à 100 km aux alentours, il n'y a personne qui vend des chaussures. Qui viennent ou qui viennent pas, de toute façon, j'ai tellement de clients, il n'y a que moi qui vends des chaussures, ça va? Mais cette perception-là, je pense, elle est très importante parce que on calque des situations de vie à laquelle on adapte des situations. Ça veut dire, est-ce que dans ma vie de couple, j'ai quelque chose à vendre? Ça va? Ou alors j'ai rien à vendre, et puis j'attends des autres qu'ils me vendent. Vous avez compris? C'est très intéressant de voir, est-ce que j'attends tout de mon mari? Est-ce que j'ai quelque chose à proposer? Est-ce que, vous comprenez, j'ai eu la chance de l'épouser, ou bien il a eu la chance de m'épouser? Vous avez compris? C'est client et vendeur, client. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai quelque chose à proposer dans ma vie? On demande aux gens d'avoir une personnalité, de développer quelque chose de fondamental, parce que c'est ça que vous allez utiliser. On est tous des vendeurs. Ça va, on a tous à vendre quelque chose. L'avantage du client vendeur, acheteur-vendeur, c'est que l'autre, il est venu dans ma boutique parce qu'il sait que j'attends. Il attend de moi quelque chose. Mais est-ce que je vais attirer mon mari vers moi? Est-ce que parce que j'ai envie de lui donner quelque chose, alors je vais essayer, entre guillemets, de le séduire pour lui proposer ce que je suis? Ou l'inverse, j'attends de lui tout. Ça va? Parce que je ne me suis pas marié avec lui pour autre chose que pour les intérêts que j'avais de l'épouser. Il comble un besoin. Ça va? Donc je suis acheteur. Ou je suis vendeur. Hein? On peut faire les deux. C'est vrai? Mais il faut. Donner un max et attendre peu. Hein? Donner un max et attendre pas mal en retour. C'est compris. Mais alors il faut faire. Alors c'est pour ça que je dis, mais dans quel esprit je le vis essentiellement? C'est ça. Est-ce que je suis acheteur ou je suis vendeur? Ça veut dire, est-ce que moi je veux attirer la clientèle à moi, ou je veux voir s'il a le produit que je recherche chez lui? Vous avez compris? La différence, c'est que quand je suis acheteur, j'attends de l'autre. Et quand je suis vendeur, je suis donneur. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui va proposer. Moi, je donne de l'argent en échange de quelque chose. Ouais. Combien je donne de l'argent? Donc, je vais, est-ce qu'il a la marchandise? Et là, je suis prêt à payer la marchandise. Vous comprenez? Ou bien non, c'est moi qui suis la marchandise. C'est moi qui vends la marchandise. Par exemple, une chose par exemple. Quand vous attendez un service, vous avez demandé, je sais pas, votre mari demande un service à ses voisins. Vous demandez un service à vos voisins. Comment vous vous adressez à vos voisins? Hein? La courtoisie, on est gentil, bonjour madame, bonjour monsieur, diplomatie, machin. Et quand on demande à son mari? On devrait faire la même. Non mais je vous pose pas comment on devrait faire. Comment on demande à son mari? Ouais? Direct, on est direct. C'est vrai, on impose, ouais, mais c'est obligé. Ouais, c'est rare. On impose des directives, voilà. Est-ce que j'impose des directives? Je dis, ouais, tiens, ma voiture est en panne. Je vais voir mes voisins, j'ai écouté, ils sont dans la même école, je suis désolé, vous allez prenez mes enfants,
Évidemment, c'est logique, vous allez à l'école, en quoi ça vous dérange de les prendre? Et voilà comment je leur parle, et j'ai écoutez, ben, demain matin, à 8h, il faut qu'ils soient partis à l'école. Et il est 8h. Vous êtes en retard, là, il est 8h. Bon, c'est comme ça qu'on parle aux voisins. S'il vous plaît, je vous en prie, je vais amener une petite bouteille, une petite boîte de gâteau, évidemment, du chocolat. On est très aimant et très agréable et très aimable. Ouais. Mais à la maison, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se fait? Pourtant, vos voisins, qu'est-ce qu'ils valent vos voisins? Qu'est-ce qui vaut votre mari? Dans votre tête. Qui c'est qui a plus de valeur? C'est marrant, on est contredit par ses propres principes. C'est bizarre, non? Comment ça s'explique? C'est parce qu'on se permet plus de choses. Mais comment ça s'explique? Mais j'ai compris, mais comment ça s'explique? Pourtant, la valeur maritale, elle est plus importante que la valeur voisinage. Alors, comment ça se fait? Non, il y a des principes, il y a une logique derrière. C'est quoi la logique? La logique comportementale. Pourquoi avec mes voisins, je mets des gants, et avec mon mari ou ma femme, je ne mets pas des gants? Hein? Il doit quelque chose, et mon voisin, il ne me doit rien. C'est intéressant, hein? C'est-à-dire que lui, il ne me doit rien. C'est moi qui lui demande quelque chose. Il ne me doit rien, mon voisin. Donc je lui dis, ben, je vais être aimable. Mais mon mari, ou ma femme, mais elle me doit tout. Évidemment, si on est marié. Vous avez compris ou pas? Donc, mais qu'est-ce que ça peut entraîner? Peut-être ça va entraîner que l'autre, il ne va rien faire. Il va se sentir non redevable pour que tu me respectes comme tu respectes les gens qui ne sont pas redevables. Pourquoi on fait la tête? Parce que tu ne m'as pas respecté, mais j'aurais préféré être le voisin. Parce que le voisin, il te doit rien, et moi, si je te dois rien, tu me respectes. Et quand je te dois tout, tu me respectes plus. Ça donne envie d'être respecté, donc de plus rien devoir. Donc vous voulez dire que... Dans la logique. Pourquoi on fait la tête? Parce qu'on n'a pas été respecté. Mais indirectement, on aurait tellement aimé ne pas être redevable. Comme ça, il m'aurait respecté comme quelqu'un qui lui doit rien. Hein? Il ne faut rien attendre comme le voisin. Hein? Il ne faut rien attendre comme le voisin. C'est-à-dire? C'est-à-dire donner sans rien attendre, finalement. Mais j'ai compris, mais nous, on va essayer de comprendre. On a des principes en tête. Vous avez dit, on doit faire. Mais est-ce que dans ma tête, c'est clair? C'est dur d'atteindre ce niveau. Vous voyez que dans le comportement qu'on a tous les jours, on ne se comporte pas comme ça. Alors comment ça s'explique? Pourtant, on a des principes fondamentaux dans notre tête. C'est l'homme qu'on a épousé, c'est l'homme de ma vie, etc. Donc c'est l'homme que je devrais respecter au maximum. Et c'est marrant que dans ma manière de me comporter, c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors je veux comprendre comment ça s'explique. Si on prend l'exemple du magasin, c'est comme si que dans le magasin, on aurait tout ce que la personne, donc le mari, aurait besoin, sauf que nous, on voudrait, pour certains, vendre la marchandise. Dans ces cas-là, il ne faudrait pas vendre la marchandise, il faudrait que le mari puisse se servir librement de cette marchandise. Il y aurait une petite coupa, entre parenthèses, pour que le mari il puisse puiser dedans. Paye les choses qu'il prenne. Donc ce seraient les échanges qu'il pourrait y avoir sous forme de plein de choses entre l'homme et la femme. Mais il peut arriver aussi que, à force que la femme laisse prendre tout ce qu'il y a dans le magasin, et il ne met rien dans cette coupa, la coupa est vide, et le magasin ferme. J'ai compris. Là, vous parlez du cas où le mari ne participe en rien à la situation. J'ai compris. Oui, la femme donne tout, elle le considère justement comme un client, donc elle le reçoit bien, prends ce que tu veux, oui, bien sûr, bien évidemment, et le mari, lui, il en profite, malheureusement, il y en a, et à la fin... Et donc, ça donne envie de fermer le magasin. Non, mais à la fin, on est obligé de fermer le magasin. J'ai compris, c'est ça, donc, dans les deux sens, ça veut dire comme ça. Ou moi je suis comme le voisin qui n'attend rien de la personne et je donne tout, et je vois qu'en face le type il ne me considère pas comme le voisin. Ça peut arriver. C'est ça? Ou l'inverse? C'est que moi j'existe parce qu'on a des devoirs conjugaux, il y a des devoirs de famille, il y a des devoirs machin, ça se passe comme ça. C'est pas, on met pas. Ça veut dire que dans un sens comme dans l'autre, on se contente, oui, comme si on avait abouti à quelque chose qui est de l'ordre de l'exigence. Parce que c'est normal que tu me dois quelque chose, et autant que l'autre, elle dit, mais c'est normal qu'il me doit quelque chose. Autant j'ai un devoir, moi je peux jouer mon rôle de femme, et je dis, mais moi je suis entière avec mon mari, mais lui en profite, et donc il est complètement, il est victime de mon chesed, on va dire, ouais. Et l'autre, l'inverse aussi, ouais, l'inverse aussi est vrai, c'est qu'on peut être dans l'exigence, que son mari fasse ce qu'on lui demande, parce que s'il est le mari de ses enfants, il est le père de ses enfants, et qu'il faut être à l'heure, il faut amener les enfants à l'école, etc. Et comme en vérité, il est redevable, il est dans le devoir d'être, à la différence de mes voisins que moi je leur demande rien, surtout pas. Donc quand je leur demande une faveur, je mets des gants, etc. Vous avez compris, je mets de la forme. Mais là j'en mets pas. Mais ça pose un préjudice. Parce que quelque part ça engendre que la personne, quand vous dites ou je ferme la boutique comme ça il va comprendre, ouais, ou l'inverse, où la personne elle va dire mais elle ne me respecte pas, je ferme la boutique. Dans les deux sens, vous avez compris? C'est dommage, parce que ça crée des fractures. C'est-à-dire que c'est dommage qu'on n'ait pas compris fondamentalement
le rapport qu'on a à l'autre, alors que fondamentalement, son mari ou sa femme, elle a plus de place dans sa tête, évidemment, que ses voisins. On met plus de modalités dans le voisinage parce qu'on n'attend rien d'eux. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Dans quelle logique on doit se situer alors? Parce que moins on a de devoirs, et plus on a respecté. Ouais. Alors quoi, il faut enlever tous les devoirs? C'est-à-dire que, vous avez compris, on est dans une logique inversée. Moins on a de devoirs, et plus on a respecté. Moi, je te dois, et plus tu me respectes. Et plus je te dois, et plus tu penses que je te dois quelque chose, et moi, tu me respectes. C'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui est faux il y a quelque chose qui casse le rouage de nos relations. Parce que ça donne envie de rien faire. Vous avez compris? Faut dialoguer. Voilà. Donc, dans quelle logique on doit rentrer? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Pas quand c'est chaud, pas quand la colère est là. Ah, mais c'est sûr, mais ça veut dire que vous avez compris qu'on est déjà formaté. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on réfléchit comme ça? Parce que peut-être qu'on a envie de se retrouver quand on était... Il y a deux formes de choses. Soit on est dans la vie sociale, soit on est dans l'enfance. Il y a des gens qui ont la nostalgie d'avoir été des enfants. Ouais, que leurs parents ils ont tout fait pour eux, machin. Ça fait partie d'un système social, vous avez compris, qui est familial. Et on a envie de se retrouver dans ce système-là où on reçoit tout, on est assis à table, on nous sert à table, on nous sert à manger, on nous fait notre chambre, on nous fait dans notre chambre. Et les gens qui le font, ils le font avec grand plaisir. Il y a des gens qui se complaient dans cette situation-là. Ça doit être soit la femme, soit le mari. Quand vous dites, voilà, on donne, on est comme les parents et c'est l'enfant. Et à la fin, on en a marre d'être les parents de notre mari qui est un enfant. Donc, on ferme la boutique, t'as rien compris, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que l'autre, il se contente de vivre comme il était un jour. Il espère un jour retrouver marié, puisqu'il était célibataire. Ça va? Ou alors, non, tu vis tout ce que tu veux réussir à atteindre, il faut un objectif commun, et il faut atteindre cet objectif. Comme tu travailles, ben, tu peux pas gagner de salaire si tu travailles pas. Tu peux pas avoir une place importante si tu n'es pas perfectible, tu n'es pas, tu n'es pas aimable, tu n'es pas toutes ces valeurs qu'on a en vérité, qu'on essaie d'établir dans la vie sociale. Parce que sinon, ben, on n'a pas d'amis, j'ai compris. Mais c'est pareil, on est en couple. Dans quelle situation, donc quel rôle on joue, c'est ça qui est important de voir. Et c'est très important qu'on a les deux en fait. Mais c'est un choix de vie. Est-ce que tu décides de rester célibataire en couple ou tu décides d'être marié, ça veut dire de partager, d'être dans le chesed en couple. C'est quand même rare qu'une femme, parce que de par le fait qu'elle est mère, elle n'a pas le choix que de ne plus rester célibataire. Vous avez dit elle n'a pas le choix. C'est ça qui est dangereux. Non, quand je dis qu'elle n'a pas le choix, la fille fait que mais j'ai compris. Elle ne peut pas rester... Mais c'est ça qui est dangereux. Vous avez très bien trouvé. On est obligé. Vous avez compris? Et parce qu'on est obligé, on exige. Et parce que ton obligé, on se sent... L'autre, il doit être dans la position de celui qui se sent obligé. Mais quand on est obligé, est-ce que ça fonctionne? Ça veut dire, quand vous êtes obligé de le faire, est-ce que ça vous donne envie? Non. On ne se pose pas la question quand maman... Mais c'est pour ça que je vous la pose, Baruch Hashem. Donc on est là, on vous la pose. Est-ce que vous êtes obligé de le faire, ça vous donne envie? Est-ce que ça a une perspective d'avenir? Alors, on est obligé de nourrir ses enfants, on est obligé de s'occuper de son mari, on est obligé de machin. De faire le ménage, on est obligé, mais ça ne fait jamais plaisir. Exactement, donc ça veut dire mais peu importe, je pense pas que, même si vous avez le devoir de le faire, quand on a le devoir de le faire, il y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas on espère que, tiens, bah, on espère les vacances, là on n'est pas obligé parce qu'on est les pieds sous la table, et vous avez compris? Vous avez compris? Mais j'ai pas dit le contraire. Mais quand on parle d'obligation, il y a toujours une tare derrière. Parce que quand vous êtes obligé de faire, c'est pas vous, c'est celui qui est obligé. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Et ça a des conséquences négatives dans le sens où la personne, elles se sont obligées de rendre service. Elles se sont obligées en tant que femme ou en tant que mari, mais si, je ne dois pas faire parce que je suis obligé. Est-ce que Hachem il était obligé de créer le monde? Pas obligé, non? Vous avez compris? Ça veut dire que c'est bien de le faire. Ça veut dire qu'il n'est pas réactif à une obligation, il est réactif à un bonheur. J'ai envie de rendre heureux, j'ai envie d'être heureux. Ça va? Hachem, qu'est-ce qu'il gagne? Il n'y a rien. Quand on dit qu'on est à l'image d'Hachem, ça veut dire qu'on devrait avoir comme perspective de vie, je pense, d'essayer de ressembler à ses midotes. Ça veut dire qu'il y a ces qualités-là qui sont celles de celui, qui fait par bonheur. Il fait parce que ça lui fait plaisir. C'est difficile à dire, mais comme vous voyez Avraham Avinu, il a tellement développé le chesed. Mais c'est quelque chose qui est plus fort que lui. Ça veut dire qu'il va faire la Brit Mila, on est le 3e jour, il est en grande souffrance. Ouais, il fait une chaleur torride dehors, il est encore dehors, à la porte de sa tente, en espérant recevoir des gens. Je vais dire, mais c'est inhumain ce qu'il est en train de faire. Mais non, c'est plus fort que lui. Ça veut dire qu'il faut arriver dans sa vie à faire des mitzvot au point où j'ai tellement envie de participer à ma vie de famille, à ma vie de couple, etc., que c'est plus fort que moi.
Que si on dit n'en fais rien, je peux pas. Vous avez compris? Voilà. J'ai tellement réfléchi, j'ai tellement pensé, j'ai tellement, agi, j'ai tellement fait que maintenant, je ne peux pas me passer de pouvoir rendre service à des personnes. Comme ils ont des natures comme ça, mais ils ont développé cette nature, ou ils ont cette nature, d'être des donneurs. C'est comme ça. Ouais. Il faudrait qu'il n'y ait même pas d'Yetzer-Hara de refuser. Parce qu'Abraham Avinu, on lui dit, mais va dormir, décroche le téléphone et occupe-toi de toi. Il dit, je peux pas. Il est devant la porte, et quand il voit les gens arriver, il court vers eux. Comment il arrive à courir, je ne sais pas, mais il a un tel besoin de rendre service, qu'il n'est pas en souffrance. Ah, c'est ça qui est dingue. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on peut cultiver le désir d'exister, mais que le seul objectif, c'est de faire exister autour de soi. C'est le chesed. Pas de subir l'existence, mais de faire exister, ça veut dire de faire vivre autour de soi, c'est fondamental. Et ça se vit essentiellement en famille. Maintenant, donc j'ai deux perspectives, soit je vis ma vie de célibataire en couple, soit je vis ma vie de femme ou de mari en couple. Ça veut dire qu'est-ce que je peux apporter? D'accord? Phénomène aussi où il faut réfléchir. Le Rav Dessler, il développe ça aussi. C'est d'expliquer comme ça. On sait qu'on aime quand on est capable de partager le don de soi. Quand on donne quelque chose, on aime les gens à qui on donne. Et c'est un peu paradoxal, parce que ceux qui aiment, c'est ceux qui donnent, et ceux qui reçoivent, ils n'aiment pas comme ceux qui donnent. C'est vrai? Plus on donne à des gens, maintenant c'est paradoxal, parce que celui qui donne, il perd. Et celui qui reçoit, il gagne. Et ce qui est paradoxal, c'est que celui qui donne, qui perd, il aime, et celui qui reçoit, il n'aime pas forcément comme celui qui aime. Comment c'est possible, ça? Comment vous expliquez ça? Hein? Alors, indépendamment du fait de la manière de donner, vous avez raison, mais il y a un principe philosophique qu'on remarque, que quelqu'un qui donne, il aime celui à qui il a donné, alors qu'il a perdu de lui quelque chose, il a donné de lui, et celui qui reçoit, alors qu'il a gagné de recevoir, il n'aime pas la personne comme la personne qui a donné. Mais celui qui a donné, il n'a pas le sentiment d'avoir perdu, puisqu'il l'a donné par amour. Donc il éprouve une joie de donner. Alors est-ce que le don vient de l'amour, ou c'est parce que je donne que j'aime? Est-ce que d'abord il faut aimer pour donner? Il faut d'abord aimer pour donner, ou alors à force de donner, on aime. Ah, peut-être à force de donner. Hein? On peut donner à quelqu'un qu'on n'aime pas et finir par l'aimer, mais ça va dépendre du comportement après que l'autre va avoir en recevant la chose qu'on va lui donner. C'est vrai. S'il va y avoir un effet miroir où il va nous faire ressentir qu'il a apprécié et à sa juste valeur ce que nous on lui a donné de nous-mêmes, donc forcément on va finir par l'aimer, au début l'apprécier, après l'aimer. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Et ça peut être dans l'autre sens aussi. C'est intéressant ce que vous dites, mais ce que vous dites, je lui donne, et à la fin, et à force d'accepter ce que je lui donne, je l'aime. Mais pourquoi vous l'aimez en fait? Est-ce que vous l'aimez parce qu'il a reconnu ce que vous aviez donné? Non, parce qu'il va ouvrir son cœur et qu'il va... Non, pas du tout. Ouais, attendez, quand je donne. Finalement, il a reçu avec plaisir et je sens que je lui ai fait plaisir. Maintenant, vous avez, grâce au fait qu'il ait accepté avec le sourire ce que je lui ai donné, j'existe grâce à lui. Je suis femme, par exemple, mais est-ce que j'ai besoin d'être femme parce qu'il a accepté ce que je lui donne? Non. Attendez, écoutez-moi bien. Et donc, en vérité, c'est une satisfaction personnelle parce que j'existe grâce au fait que j'ai donné. Donc, je donne aussi pour moi. Ou je donne parce que quelque part, en lui, il y a quelque chose de moi qui me fait plaisir, je le retrouve dans ce que je suis. C'est dans quelle situation je me trouve? Est-ce que je m'aime à travers le fait qu'il m'ait rendu femme? Donc je l'aime à travers le fait qu'il m'aime. Donc en vérité, qu'est-ce que j'aime? J'aime qu'il me reconnaisse comme femme, donc je l'aime parce qu'il me reconnaît. Mais quelque part, indirectement, c'est un amour de soi. Ou bien je l'aime parce qu'à force de lui donner, je vois qu'il s'est épanoui et j'aime le fait de retrouver en lui ce que j'ai donné chez lui. Ouais. Parce que l'Agmar, il y a une dans même qui dit, qu'Agmar dit comme ça. Si quelqu'un, on lui a donné en dépôt des fruits. Voilà, quelqu'un il dit voilà ma production, j'ai produit tant et tant de fruits, écoute, je voyage, je ne pourrais pas les conserver, si ça ne te dérange pas de les garder, tu es chômeur, c'est gardien de mes fruits, du travail de mes efforts. Du travail, du produit de mes efforts. Et puis voilà que la personne qui garde les fruits, l'autre il tarde à venir et les fruits commencent à pourrir. Qu'est-ce qu'on fait? On les jette, on essaie de les revendre avant que ça pourrisse complètement, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On peut les congeler, on peut les cuisiner pour les avoir sous d'autres formes. On les donne. Est-ce que ça va plaire? Je ne sais pas moi. On ne sait pas. C'est pas évident, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les vend?
Est-ce qu'on les conserve, on les laisse pourrir? Il n'est pas venu, on les laisse pourrir. On les vend, ça. L'Agmara dit comme ça. L'Agmara dit comme ça. Mais l'Agmara dit comme ça. Qu'un homme, il préfère celui qui a donné les fruits à garder. Kav shelo, 1 kilo de ce qu'il a produit, même s'il ne reste qu'un kilo, il préfère 1 kilo. Mitisha kabin shel chavero. Je préfère conserver le produit de mon travail, qu'il est 1 kilo qui me reste, qu'on me donne 9 kilos à la place du kilo que j'ai demandé à ce qu'on me conserve. Un homme, il préfère kav shelo, ça veut dire il préfère 1 kilo de ce qu'il a produit lui-même, plutôt qu'en échange de 2 barils d'Ariel. Non, je rigole. Plutôt qu'en échange de 9 kilos qu'on lui donnerait à la place du kilo qu'il a produit lui-même. Ça veut dire quoi? On s'attache au produit de nos efforts. Vous avez travaillé, qu'est-ce que j'attends des fruits? Zéro, vous avez compris? Des fois, plus on a fait des efforts sur quelque chose et le produit de notre effort, le produit de mes efforts, c'est le résultat, j'aime mes fruits. Plus qu'en échange de 9 fois la quantité que j'ai produite. Puisque en quantité, je vais gagner, j'ai 9 fois plus. Mais non, je préfère laisser tomber les 9 fois plus et je préfère m'attacher à ce qui est le produit de mes efforts. Le résultat de mon effort, il a plus de valeur chez moi que 9 fois la quantité équivalente à ce que j'ai fait. Ça veut dire qu'on s'attache à ce qu'on réussit à faire de soi. Ça va? Qu'est-ce que le fruit va me rendre quelque chose? Non, rien me rendre. Mais je m'attache à ces fruits en particulier. Vous êtes un peintre. Ouais, donc vous faites des tableaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et à un moment donné, vous avez fait 2000 tableaux et quelqu'un a vu ce tableau que vous avez fait le 2000e, il dit celui-là, je le veux. Il faut que tu me le vendes. Il dit non, je peux pas. Il est invendable. Pourquoi? Parce que attends, c'est le 2000e. C'est le produit de. Voilà, c'est toute l'expérience. Toute mon expérience, elle est cristallisée dans ce tableau. Je peux pas, il est invendable. Pourquoi tu ne vends pas? Vous avez une voiture, vous l'avez gardée pendant 15 ans. Ça va? Il faut l'envoyer à la caisse. Et elle commence à rouiller. Eh bien, vous n'avez pas envie de l'envoyer à la caisse. Pourquoi? Parce que cette voiture, c'est les souvenirs d'enfance. Vos enfants, vous l'amenez aller en vacances avec, vous avez fait des trucs avec. C'est invendable. Mais qu'est-ce qui c'est invendable? C'est de la carrosserie. Comme c'est qu'on avait mis quelque chose dedans, hein? Que l'expérience vécue, elle cristallise l'amour de la voiture. Voilà, cette voiture-là, je ne peux pas la jeter, c'est pas possible. Je ne sais pas, on va la mettre dans un coin, voilà. Des bibelots qu'on a gardés. On a mis un attachement particulier sur ces choses, et ben on va les conserver. Ça vaut rien, mais on les garde. Ça va? C'est bien, c'est marrant. Hein? Vous voyez que l'investissement de la personne, c'est comme si on donnait de quelque chose de soi dans la chose, et ça permettait de créer des liens. Comme si il y avait quelque chose de moi dans l'objet. Ici, on parle des fruits, ou dans les efforts que j'ai fait dans un travail. Le produit de mes efforts, ça s'est cristallisé dans un objet. Ouais. On s'attache à l'objet parce qu'on a donné de soi. Le Rav Dessler, il explique que quand on donne, en fait, on aime, ça veut dire on retrouve de soi dans la chose qu'on a créée. Ça va? Comme si Hachem était satisfait. Il aimait ce qu'il avait créé. Ouais, il a un attachement particulier avec les êtres humains parce qu'ils sont le produit de ce qu'il a créé. Ce sentiment émotionnel qu'on a quand on donne, ouais, il n'existe que dans l'être humain. Ça veut dire que vous êtes capable d'aimer ce que vous donnez, alors que vous avez perdu d'avoir donné. Parce que vous avez fait l'économie de conserver ce que vous aviez, et on vous dit un jour faire le don de tout ça. Oui? C'est dur de donner ce qu'on aime. Pour ceux... Hein? Vous dites qu'il n'y a jamais d'amour véritable, alors. Si, parce que c'est ça l'amour. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi l'amour alors finalement? L'amour, c'est ça alors. Par exemple, il y a un principe de base, écoutez bien. Il y a un principe dans la Torah, c'est marqué qu'Hachem, il a été Koret Berit, il s'est lié d'alliance avec le clan Israël. Il y a 3 kritoutes, il y a 3 endroits où on se trouve lié avec Hachem. Il y a la Brit Mila, il y a le Matan Torah et le mariage. Koret Berit. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est Koret Berit. Ça veut dire quoi Koret en hébreu? Comment on traduit en français Koret? Karet. Hein? Retranché, coupé. Koret, c'est coupé. Et Brit, c'est l'alliance, c'est lié. Koret, Berit. Mais non. On n'a pas coupé l'alliance, on n'a pas coupé le lien. Il aurait fallu dire, on s'est lié d'alliance. Kosher, on a été kosher, c'est-à-dire qu'on a lié des liens avec Hachem. Et là on dit Koret, Hachem, il a été Koret Berit. C'est contradictoire dans les termes. On n'est pas coupé le lien, on est lié. Koret en hébreu, ça veut dire couper. On a coupé le lien? Non, on n'a pas coupé le lien, on s'est lié. Il fallait dire l'inverse. On va dans la Brit Mila, on va dans le mariage et on va dans la Matan Torah. On va l'expliquer dans le Matan Torah. Là, il y a un midrash connu qui dit que Hachem, au jour du don de la Torah, il a dit de garder la Torah et de ne pas vous la donner, je ne peux pas.
De vous la donner, de m'en séparer, c'est pas possible. Alors on va être Koret Berit. On va se lier d'alliance. Que lorsque vous étudierez la Torah, on se retrouvera. Quoi Koret? Koret, c'est qu'Hachem, il a détaché de lui la Torah. Il a été correct, il a coupé de lui. Mais en vérité, ce qui nous lie, c'est ce que j'ai donné. Hachem, il dit, je vous ai donné la Torah. Quand vous étudiez la Torah, quand vous pratiquez les mitzvot, c'est là que vous êtes liés d'alliance. Parce que ce qui fait tampon entre Hachem et nous, c'est la Torah. Mais non, Hachem, pour qu'on puisse être en lien avec lui, il a dû être correct. Il a coupé de lui cette Torah pour nous la donner. Et c'est maintenant la Torah qui est le moyen intermédiaire, parce qu'on n'a rien à voir avec Hachem. Le seul moyen de se lier à l'alliance, c'est qu'il fallait être correct de soi quelque chose. Dans le mariage, votre mari, il a été obligé de vous donner une bague. D'accord? Il faut donner quelque chose. Mais en vérité, un homme n'a rien à voir avec une femme. Donc qu'est-ce qui nous lie en fait? Qu'est-ce qui fait le tampon entre elle et moi? C'est ce que je donne. Je retrouve en elle ce que j'ai donné de moi. C'est ça qui nous lie en fait. Je retrouve en elle, c'est ça qu'on va réussir à créer. Ça va? La Brit Mila, c'est pareil. Vous avez compris? Ça veut dire que je retire de moi quelque chose qui fait l'alliance. Mais il y a forcément un effort à fournir. Il y a un petit remèze dans la Torah. Vous savez, c'est marqué que quand on a fabriqué le Mishkan, Hachem a dit Veikrouli teruma. Ce langage est bizarre. Veikrouli teruma. Vous prendrez pour moi un prélèvement Asher Mikol Ish de tout homme, Asher Idevenu Libo. Asher Idevenu Libo qui donnera avec son cœur. Donc Hachem a proposé au clan Israël de fabriquer le Mishkan. Mais de quelle manière on le construit? Ouais. Veikrouli teruma. Ils prendront pour moi des prélèvements. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle? Quand vous êtes avec moi, il dit, prends pour moi quelque chose ou donne-moi quelque chose. Donne-moi ou prends pour moi. C'est vrai que prendre pour soi, pour l'autre ou donner, c'est pareil. Mais c'est quoi la différence de formule entre prendre pour l'autre ou donner à l'autre? J'attends de toi que tu prennes. Je ne veux pas recevoir de toi. Je veux recevoir ce que tu as pris de toi pour moi. C'est pas pareil. En fait, ce que je retrouve chez l'autre, c'est ce que j'ai pris de moi. J'ai fait l'effort de... Maintenant, il y a deux façons de faire un effort. Soit il dit, j'ai pas le choix, comme on a dit tout à l'heure. Je suis obligé. Dieu il a dit, il a dit, il faut faire le Mishkan. On est obligé, non? Dieu a demandé, on va donner. Mais est-ce que quand je donne avec mon cerveau qui donne à Hachem, j'ai pris de l'or et j'étais obligé de construire Mishkan, on va faire des efforts pour Hachem, on va faire des... Donc Dieu c'est faire des sacrifices, voilà, il faut bien donner son or, son argent. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a construit Mishkan. Mais est-ce que j'ai donné avec mon cerveau ou j'ai donné avec mon cœur? J'ai donné mon cerveau. Hachem il m'a demandé, je suis obligé. Ouais. Maintenant Hachem il réside pas dans cet espace. Il faut donner avec son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme avec vos enfants, quand vous donnez sans attendre, vous donnez parce que vous aimez, vous avez compris? Ce sont vos enfants. On dit, oui, j'ai pas le choix, je suis une maman, il faut bien que je le fasse à manger, il faut bien que je le fasse... Mais non, on fait parce qu'on a envie. Ça va? Donc ça veut dire qu'on a créé le lien déjà. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne du cœur. Et c'est là-dessus que la Torah nous dit, tu vas fabriquer un Mishkan, le sanctuaire, et dans cet espace, Hachem réside. Hachem, il ne réside pas dans l'obligation d'exister. Il réside dans la capacité à prendre de soi pour. Hachem, il ne va pas résider dans ce qu'on lui construit. Vous comprenez ça? Vous n'allez pas faire exister dans ce que vous donnez. Parce que Hachem, il ne va jamais s'enfermer dans une boîte. Ou il ne va jamais s'enfermer dans la matière. Par contre, il va s'enfermer dans l'espace que vous lui donnez. Dans mon cœur, Hachem existe. Comment je sais? Parce que j'ai donné avec plaisir. Ça veut dire que la proportion de ce que je donne est à l'équivalence à ce que j'ai dans mon cœur. Si j'aime pas trop, je donne pas trop. Et quand j'aime beaucoup, je donne beaucoup. Ça va? Mais Hachem, il ne réside pas dans ce qu'on lui donne. Il réside dans l'espace qu'on lui a laissé dans son cœur. C'est ça qui est marqué je résiderai parmi eux. Ça veut dire quoi parmi eux? Pas parmi lui dans le Mishkan, mais parmi eux dans le cœur des gens qui ont donné. Ça va? L'espace que je lui laisse, c'est l'espace du don. Si je donne par obligation, il n'y a aucun espace. Mais si je donne parce que j'aime, ce que je vois, c'est ce que j'aime. Ce que je vois dehors, c'est ce que j'aime. En vérité, je vais retrouver chez l'autre ce que j'aime chez lui. J'espère qu'il va accepter mon présent, parce que c'est le tampon qui va exister entre lui et moi. Je vais l'aimer à la proportion de ce que je lui donne. Maintenant, pourquoi ce principe est vrai? Pourquoi il faut donner pour aimer? C'est intéressant. Parce que c'est paradoxal. Plus je perds,
moins j'aime. Quand je paye mes impôts, j'aime pas les impôts. Il faut payer les impôts. Je paye, je dis pas, tiens, bon, Hachem, on va payer les impôts. Non, moins je paye, plus je suis content. Et là, plus je paye, et plus je suis content. Comment ça s'entend? Plus je perds, et plus j'aime. C'est dingue. Ouais. Et là, plus je paye, et moins j'aime. J'espère que la fiche de la paye, elle sera pas trop... que les impôts ne seront pas trop exigeants, parce que j'espère ne pas donner trop. Mais pourtant, on vit de ce qu'on paye. Si aujourd'hui on a une infrastructure comme on a aujourd'hui, on a des hôpitaux, on a des écoles, on a des machins, bah c'est grâce aux impôts qu'on paye. Si on a des routes avec du goudron, c'est parce qu'on paye des impôts. Si vous avez des... Mais si on ne paye pas d'impôts, on n'a pas tout ça. Ouais. Pourtant on sait qu'on gagne et pourtant on n'a pas envie. À un certain niveau, je préfère payer beaucoup d'impôts. J'ai compris, mais c'est paradoxal parce qu'on fait l'inverse, on n'a pas envie de donner. Vous avez compris? Voilà. Mais Hachem, il part du principe comme ça. Vous allez vous attacher, mais je pense qu'il faut avoir au départ... Il faut que le don soit construit et soit réfléchi, il soit voulu au départ. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est parce que j'aime Hachem que je trouve la nécessité de le faire résider quelque part chez moi. Et plus je vais donner, et plus c'est un révélateur de construction parce que j'ai donné de moi. Ça veut dire quoi donner de soi? Alors c'est intéressant parce que j'ai un corps et j'ai une neshama. Mais quand je perds mon cœur, qu'est-ce qu'il ressent mon corps? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais des bêtises de donner? Mais cet argent, t'en as besoin, cet or, t'en as besoin. Tu dis, pour le Mishkan, mais Dieu, il n'a pas besoin de tes dons. Ça va. Et c'est marrant parce que c'est l'inverse qu'on fait. Ouais, c'est si on veut construire une relation, ouais, on prend de soi pour l'autre. Alors peut-être l'idée, c'est comme ça. Peut-être l'idée, c'est comme ça. Puisque nos deux personnes ont une neshama. Mais qu'est-ce qui fait écran entre nos deux neshamot? Voilà, j'ai ma femme et moi. On a chacun neshama. Quand on dit dans la Gemara, on a dit Baktoni et Poni, il y a une femme qui est réservée à cet homme, c'est une femme, c'est une neshama, il n'y a pas de corps. Quand un enfant est conçu, on dit cette neshama, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et on lui dit, bah tiens, il y a telle femme qui correspond, mais cette femme, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle est neshama, il y a comme quelque chose de spirituel en moi, qui doit un jour se retrouver avec une femme. Oui ou non? Mais c'est spirituel. Mais qu'est-ce qui fait écran entre ma neshama et celle de mon épouse? Hein? C'est mon corps. Vous avez compris? Quand je dis je suis vendeur ou je suis acheteur, quand je suis aimable, quand je fais abstraction de moi, quand je dis mais c'est normal, quand je dis mais tu as le devoir, mais c'est qui parle? C'est ça le problème. Est-ce que c'est le devoir de l'homme ou c'est le devoir de la femme? C'est nos devoirs, c'est-à-dire qu'on s'est engagé. Mais c'est qui parle? Est-ce que c'est mon corps qui parle ou c'est ma neshama? Tout à coup l'autre il me doit rien, mon voisin il me doit rien, j'ai dit écoutez ça vous dérange pas de prendre les enfants, je vous demande une faveur, je vous en prie. Mais mon mari ou ma femme, j'ai jamais dit un truc pareil, je t'en prie, machin, j'ai jamais de ma vie. Évidemment, tu dois le faire. Mais parce qu'en fait, ce qui fait écran, c'est marrant, parce que ce qui fait écran, c'est mon corps. C'est-à-dire, je vois les enfants, je vois l'heure qui passe, et dis la voiture, il faut que tu ailles vite chercher la voiture. Je suis dans l'exigence. Mais c'est qui parle en moi? Je ne sais plus qui parle en moi. Est-ce que c'est mon corps qui dit, mais écoute, ils vont arriver en retard? Fais vite, machin. Mais je ne vais jamais dire à mes voisins, ils vont arriver en retard, mes enfants, allez, faites vite. Ça n'existe pas, ça, vous avez compris ou pas? Parce que tout d'un coup, on est moins exigeant, on est plus spirituel, on est plus aimant. Parce qu'on n'attend rien des autres, vous avez compris? Mais dans ce qui se passe, c'est comme ça. Quand vous faites abstraction de vous pour l'autre par amour, vous allez vous rendre compte que vous avez diminué votre corps. Et vous allez laisser échapper votre neshama. Maintenant, quand ma neshama, qui est spirituelle, elle se rattache à l'autre, qu'est-ce qui peut nous dessouder? Il n'y a rien. Vous avez compris ça? C'est peut-être pour ça que quand on donne par amour, c'est l'amour qui nous attache. C'est la neshama qui se rattache à l'autre. Et ce pont-là, il est indestructible. C'est peut-être ça l'allusion de Asuli Mikdash. Faites-moi un Mikdash. Veshachanti betocham. Hachem ne réside que dans l'espace que je lui laisse. Si j'ai une considération de l'autre, ouais, quand je vis par intérêt, il y a forcément une limite. Mais quand je vis par amour pour l'intérêt d'eux, je donne de ce que je suis. En fait, je ne donne pas de l'argent. On n'a pas donné de l'or au Mishkan. On a donné son cœur au Mishkan. Vous avez compris? Hachem, il ne réside pas dans l'espace qu'on a créé pour lui. Il réside dans l'expression de ce qu'on ressent pour lui. Ça n'a rien à voir. Si on arrive à calquer ça en couple, c'est fantastique. Si on arrive à recalquer cette expression en couple, c'est fantastique. Parce que qu'est-ce qui pourrait nous séparer? Parce que j'ai donné de ma personne
Mais c'est pas moi qui donne en fait, je ne donne pas de la matière. Quand vous faites un bon plat à vos enfants, il a un parfum différent que quand vous êtes vite fait, vous l'avez fait vite fait, et ça se voit que ça a été vite fait. Mais comment ça se ressent? On dit, bah maman, elle n'a pas le temps. Ouais, bon, ben, combien on a combien on a de place dans sa tête? Ben, elle avait autre chose à faire, elle n'avait pas le temps, elle a fait vite. C'est comme ça que c'est perçu. Hein. Mais quand je dis, ben, tiens, elle a pris son temps pour moi, et elle a machin, c'est ça que je vois que je suis considéré, et je vois qu'elle me considère, et je vois que je la considère. Et je la considère parce qu'elle me considère, donc on a créé un lien spirituel. Il n'y a rien d'autre que du spirituel là-dedans. Je dis, ben, maman, elle est pratique, hein, elle est pratique, maman, c'est toujours à l'heure, on raisonne pas comme ça. On dit, maman, elle est pragmatique, elle a son emploi du temps, elle est organisée, maman. Non, j'ai dit, maman, elle m'a fait plaisir. Maman, elle a mis quelque chose de spécial dans ce plat. Il y a quelque chose. Mais c'est pas le plat qui m'a. Le plat n'est qu'un révélateur. En vérité, on s'est lié maintenant. Dorénavant, on s'est lié. Ça veut dire qu'on ne regarde pas ce qu'on donne. On regarde dans quel esprit on le donne. C'est ça qu'Hachem il attend. Mais Shachanti Betocham, c'est là que je vois que ça réside. Et lorsque je vois que c'est mal fait, et bien tout à coup la Shrina s'envole. Quand je sens une frustration en moi, c'est que la Shrina est partie. Ah ouais. Quand vous sentez que vous êtes épanoui, c'est que la Shrina est là. Mais quand vous sentez une frustration, vous sentez une tristesse, vous sentez quelque chose qui vous a désarrangé, et ben ce sentiment-là, c'est le sentiment du détachement de la personne. La Shrina qui liait les deux êtres a disparu. Et c'est ça qui crée un manque. Ça va? C'est comme avoir de la peine. La peine, c'est émotionnel, c'est un sentiment spirituel. Vous avez compris? Le bonheur, le plaisir, etc., c'est des sentiments qui sont soit physiques, soit émotionnellement touchants parce qu'elles viennent de l'intérieur. La joie, ça vient de l'intérieur. Mais c'est une joie, la joie, ça vient du Neshama. Donc quand on a un discours Neshama, on se retrouve, et quand on a un discours intérêt, ouais, oui, en vérité, les véritables conflits, c'est quand on est comme si on était corps contre corps. Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui donne le plus? Moi, je te donne, tu ne me donnes pas. On est dans des intérêts, vous avez compris? Je dis, bah, je fais des efforts, il n'en tient pas compte. Mais en vérité, quand je dis il n'en tient pas compte, en vérité, je ne parle pas de ce que je donne. Je parle de ce qu'il considère de moi. Vous avez compris? C'est spirituel ce que je vous dis. Vous avez compris? Il m'a déconsidéré. Vous avez dit, on a fermé la boutique. En vérité, c'est un sentiment spirituel. Il dit, comment? Attends, je donne, monsieur, il profite de moi. Voilà. Il profite de moi, mais je suis pas madame la pigeon. Donc je ferme la boutique, il va comprendre ce qu'il a perdu. Mais en vérité, ce que vous essayez de créer, c'est un manque spirituel. Parce que moi, je suis pas là pour combler des vides. Je suis là aussi pour qu'on partage des choses. Je donne pas, parce que je peux pas aimer quelqu'un qui m'aime pas. Donc manifestement, quand je donne et je vois qu'en retour, il n'y a rien, j'ai l'impression de servir à quoi? Il n'y a pas de retour. Mais c'est pas que j'attendais quelque chose, j'attendais rien en fait. Mais j'attendais qu'il y ait une appréciation. Vous avez compris, tous ces sentiments sont des sentiments spirituels. On donne en vérité essentiellement pour créer un lien spirituel. Et c'est ça, aimer la personne. Ouais. Et plus on donne de soi, et plus, paradoxalement, on aime la personne. Et celle qui reçoit, c'est un petit peu comme, il y a le riche et le pauvre. Ben, le pauvre, il peut avoir deux situations. Ou il est content de recevoir, ou il a honte de recevoir. Bien compris? Je peux avoir honte en tant que femme ou en tant que mari, de savoir qu'au final, je fais dépendre les autres de moi, ça me dérange. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Je préfère être donneur que d'être receveur. Parce que celui qui reçoit, il est obligé de combler un vide, c'est une carence. Mais ça, c'est vrai dans la matière, mais c'est faux dans le spirituel. Dans la matière, je dis, si quelqu'un dit, j'ai pas d'argent, je suis obligé de tendre la main, chaque fois que je tends la main et qu'on me met de l'argent, j'ai honte parce que je suis pauvre. Mais c'est le côté physique des choses. C'est vrai. Mais le côté spirituel, c'est que j'ai permis à quelqu'un d'arriver au Lamabor. Comme ça, Rabbi Akiva, il a dit. Et que maintenant, Vodazara dit que Tournous Rufus, qui était un rachat, il a demandé un jour à Rabbi Akiva, il a dit, mais dis-moi, si Hachem il aime tellement les hommes, pourquoi il les a rendus pauvres? Qu'est-ce que ça lui coûte de donner un peu une parnassade à tout le monde, que tout le monde puisse vivre selon ses besoins? Ça lui coûte quoi, Hachem? Alors il a répondu, Rabbi Akiva, pour être matzil, les ashirim inageinam. Il a répondu, il n'a pas répondu pourquoi le pauvre, il a répondu pourquoi le riche. C'est bizarre, non? Il a dit pour que les riches, ils puissent atteindre le là-bas. Pour pas qu'ils aillent au Gehinam. C'est bizarre ce qu'il a répondu. Au lieu de répondre pourquoi les pauvres. Ouais. Alors en fait, il faut croire comme ça. Que peut-être que quand je donne, le but, c'est pas ce que je fais.
c'est ce que je deviens. Le riche, quand il donne, c'est pas forcément pour combler, parce que ça, il aurait pu le faire Hachem. C'est parce que quand je donne, je suis devenu donneur. Plus que ce que je donne, ce que je deviens est important. Je suis devenu un Baal Chesed. C'est ça qu'Hachem voulait. Mais pour que ça puisse se faire, il fallait diriger pauvre. Se faire. Maintenant, le pauvre, il a la capacité de permettre non seulement de faire une mitzvah, mais de faire une mitzvah. Qu'est-ce qui est plus fort, de faire une mitzvah ou de faire une mitzvah? C'est faire. Lui, il croit que physiquement, il est socialement défavorisé, mais spirituellement, il est énorme. Parce qu'il fait et il fait faire. Vous avez compris? Toutes les choses sont inversées. Il ne faut pas se trouver dans la position de celui qui, soi-disant, et quand je raisonne, je dis, à cause de moi, mon mari, à cause de moi. Mais non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Grâce à moi, il faut dire. Grâce à moi. Vous avez compris? On est dans le spirituel, on n'est pas dans le physique. Le don permet à la personne de se sentir exister. Et comme vous dites, si la personne ne comprend pas ça, il faut le mettre au diapason en lui disant, on n'est pas des exploitants, on n'est pas des commerçants, on ne vit pas en entreprise. Ça va? Dis qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu m'amènes, qu'est-ce que je gagne, Ça c'est physique ça. Et ça amène des frustrations. Il faut essayer de comprendre qu'on n'est pas une entreprise. Ouais? L'entreprise du couple et l'entreprise de la famille, ce sont des liens, on essaie de créer quelque chose de fort qui va durer l'éternité. Durer l'éternité. Ça veut dire que ce lien, il doit être indélébile. Vous avez compris? C'est comme un enfant. Un enfant, vous lui demandez de faire un dessin. Voilà, votre enfant, il est à la crèche. Ça va? Bon. Et la Mora, elle a dit, écoutez les enfants, c'est Shabbat, demain c'est Shabbat. Vendredi, vous allez faire un petit dessin que vous allez offrir à vos parents, ça leur fera plaisir. Bon. Alors le petit garçon, il a 5 ans, il va dessiner papa et maman. Bon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa feuille blanche, il a pris un stylo, il a fait un rond, comme ça, un rond. Bon. Il a mis un bâton, il a mis 2 petits bâtons à droite à gauche et 2 grands bâtons en bas. Et il a dit, il a marqué, il a vu au tableau papa, il a écrit papa, mais vraiment grossièrement. Et de sa maman, il a fait un rond. Il a mis des bâtons sur le rond, parce qu'il a fait des cheveux, monsieur, il a fait des cheveux. Et il a mis les petits bâtons, et il a marqué maman, c'est à peine lisible. Bon, il est tout fier de son dessin. Et il va voir, il arrive à la maison, il dit, papa, j'ai un cadeau à vous offrir, mais avant que je te montre, tu l'encadreras, tu le mettras dans la salle à manger. Il dit, bien sûr, bien sûr. Et le papa, il dit, voilà, papa, j'ai fait un dessin pour vous. Et puis il voit marqué grossièrement papa, maman, il voit la tête qu'il a, il dit, mais ça correspond à rien, il s'énerve, il prend la feuille, il la déchire, mais c'est comme ça qu'il dit, c'est papa, maman, ta parente, elle rentre dans ta chambre. Et il déchire la feuille comme ça, il déchire la feuille. Bon, il a déchiré le cœur de cet enfant. Alors expliquez-moi, sincèrement, expliquez-moi, comment quand il déchire la feuille, il déchire le cœur? J'ai pas compris. L'enfant a mis tout son cœur Mais attendez, il déchire la... Comment expliquez-moi physiquement? Je déchire la feuille, comme ça, il déchire, comme si il était attaché à la feuille. Hein? Mais une feuille, attendez, une rame de 500 pages, ça coûte 3 €. Ça va? Mais alors 3 € divisé par 500, ça vaut rien. La feuille, elle vaut rien. C'est marrant parce que quand j'ai déchiré la feuille, son cœur, il s'est déchiré. Il m'a dit, il m'a pas, il dit, fou papa. Ouais, il déchire la feuille. C'est quoi qui se déchire? Quel lien électrique qui est entre la feuille et le cœur? Quel lien électrique? Le lien électrique qui est entre la feuille. J'ai fait comme ça. Il n'a même pas vu. Il a entendu le bruit de la feuille déchirée et son cœur s'est déchiré. à recevoir quelque chose de ton père ou de ta mère. S'attendait à recevoir. Ah, écoutez-moi bien. Il y a un manque de reconnaissance. Écoutez bien. Attendez, écoutez bien. Peut-être qu'on peut l'expliquer comme ça. Peut-être. Quand on demande à un enfant de 5 ans de faire un dessin, de faire un rond, c'est très dur. Il faut faire un rond. Mais non, lui, il a autre chose à faire que de faire des ronds. Il préfère jouer dans la cour. Parce c'était l'heure de la récréation. Il a dit non, je vais faire un dessin pour mes parents. Ça va? Ok. Donc il a fait abstraction de lui par amour pour ses parents. Il a fait abstraction de lui. C'est dur de faire un rond, c'est fait des efforts. Il a fait un bâton, mais c'est dur de faire un bâton parallèle. Et c'est dur de mettre des petits bâtons sur le rond. Et c'est dur d'écrire papa et maman. C'est dur ou pas? Donc il a fait abstraction de lui pour... Vous savez ce qui s'est attaché à la feuille? Sa neshama. Il a enlevé son corps, il a laissé échapper sa neshama. Donc quand vous déchirez la feuille, vous déchirez quoi? Vous déchirez le don. Ça veut dire que vous déchirez ce qu'il a fait pour vous. Il aurait tellement aimé que le lien, le tampon entre lui et son père et sa mère, ce soit la feuille. Mais la feuille, elle vaut rien.
La feuille, elle vaut rien, zéro, ça vaut zéro. Ça vaut même pas 0,06 centimes. C'est pas ce que je donne qui compte. Ça vaut rien. C'est la reconnaissance de ce que je donne. En fait, c'est la partie de mon cœur que je donne, vous avez compris? L'expression de l'effort, c'est l'expression de ce que ressent la personne. Mais ce que vous ressentez, ça va s'inscrire quelque part. Et ce que vous allez donner, ça va être le tampon spirituel entre la personne et vous. C'est la neshama qui se colle. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand je fais abstraction de moi, quand je dis je fais sans intérêt, mais moi je le fais parce que j'ai fait plaisir, mais vous avez créé une forme de moralité spirituelle en vous, qui fait que c'est ça qui est l'expression de ce que vous êtes. C'est ça Hachem. Vous êtes capable de déplacer Hachem dans un morceau de papier. Vous êtes capable de déplacer Hachem, ce que vous avez au fond qui est Hachem. Vous avez cristallisé sur quelque chose et c'est ça que vous avez donné. C'est ça le Mishkan. C'est ça le lien. Ce lien, on peut le défaire. Si le père il avait accepté le dessin, son fils il l'aurait aimé avec tout son cœur. Même si papa demain il demande des choses, il demande ça et ça, il va le faire avec plaisir. Vous avez compris pas? Parce que le lien il est spirituel. Je ne l'ai pas fait par obligation, parce que moi, je ne suis pas obligé de faire un dessin, et j'aurais tellement préféré jouer dans la cour, vous avez compris? C'est pas quelque chose qui est philosophique, ce que je vous raconte. C'est quelque chose de physique, de réel. Même un enfant qui ne comprend rien, il est capable de faire ça, et ça le touche. Pourquoi ça le touche? Parce que c'est spirituel, ça n'a pas d'âge. C'est ça qu'on veut en couple. Qu'on arrive à déplacer, à faire déplacer sa neshama. C'est-à-dire que je ressens des choses au fond de moi-même, et c'est ça que je veux véhiculer. Je ne vis pas dans l'intérêt d'attendre. Mais parce que comme j'aime, j'ai envie de donner de moi, mais ce que je donne, en fait, c'est pas des objets, je donne pas de mon temps, je donne pas de mon intelligence, je donne pas de mon argent, je donne pas de ça. C'est pas ça que je donne, vous avez compris, c'est pas ça que j'attends. C'est d'arriver à créer le lien. Le don, c'est le moyen de créer des liens. Le don est le moyen de créer des liens. Vous avez compris? C'est ça la symbolique de, il s'est coupé pour donner. Veichot berit. On coupe pour donner. Vous avez compris? Le lien, pareil, quand on se marie, on donne. Parce que c'est ça qui est la spirale et la récurrence de toute notre relation, toute notre vie. C'est pas que ça m'a coûté. Parce que quand je dis, tu vois, ça m'a coûté, la femme elle croit que son mari, qu'elle est un objet de dépense. C'est honteux. Je dis encore, tu me coûtes, ça coûte. La femme elle dit, attends, je lui coûte. Vous avez compris? Donc elle se sent frustrée, il n'y a pas de neshama. La shréna s'envole. C'est pour ça qu'il faut construire une relation qui va aboutir à un don. Ça va? Et que plus je vais donner, et plus je vais ressentir l'expression que finalement j'existe grâce à lui. Et qu'on existe qu'ensemble. Et c'est ça qui va nous lier. En fait, je fais abstraction de moi pour. C'est ça l'expression du don. J'ai tout à perdre de donner. C'est pour ça que celui qui donne, il aime. Celui qui reçoit, il aime moins. Parce que j'ai reçu. Mais moi aussi, en retour, je vais vouloir aimer. Alors je suis reconnaissant, toujours reconnaissant, et je donne de moi. Mais je ne donne pas de l'argent, je ne donne pas du temps, je donne pas de... C'est compris? Et que ça, on arrive après à avoir du respect de la personne. On peut, on est gêné d'être irrespectueuse ou irrespectueux, etc., etc. Et là, on peut dire que mon mari ou ma femme, elle a une vraie valeur. Vous avez compris? Elle a une véritable valeur parce que je suis passé... Ouais, parce que j'ai envie de construire cette relation, j'ai envie de donner de moi, j'ai envie de faire abstraction de moi pour, et c'est pas mon corps qui s'exprime en fait. C'est ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur qui est l'expression de ce que je donne. Et c'est ça que je consolide, c'est ça que je construis, cet espace. Et plus je donne, et plus cet espace il grandit parce que la personne à qui je donne elle a plus de valeur, et plus de valeur, et plus de valeur. Vous avez compris? Et après, je ne fais pas le sacrifice de donner, ça n'a aucun sens. Je dis, il y a encore j'ai dépensé, il y a encore j'ai perdu, il y a encore j'ai... Mais non. Vous avez compris la différence? Et quand on sent qu'on le fait parce que c'est par obligation, tout à coup, ça gêne. Et notre relation s'est coupée. C'est comme j'ai dit, je veux nidvat libo, un don du cœur. Je veux pas un don de ta tête. Je veux pas dire, oui, que je suis mari ou je suis femme, je suis obligé de m'occuper de mes enfants, de mon mari. Je veux pas que tu fasses par obligation. Dommage. Je veux que tu le fasses parce que tu aimes la personne à qui tu donnes. Comme avec nos enfants, c'est plus facile parce qu'on aime nos enfants plus facilement. C'est vrai? Qu'avec notre mari, c'est plus facile. Et là, on n'est pas des calculateurs, on n'est pas calculatrices. On sait parce qu'on aime, on donne, c'est comme ça. Et plus on donne, et plus on est heureuse, et plus on fait des petits cadeaux et des machins, ça nous fait plaisir. Avec les petits-enfants, c'est pareil. C'est ça qu'il faut construire. Razak.